Euh, Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous pour cette conférence sur la thématique IA, passage du POC à l'échelle. Je me présente rapidement. Je m'appelle Thomas Cusson. Je suis consultant indépendant au sein de la société Prism Advisory. Et j'ai la chance d'avoir avec moi trois éminents experts et practitionnaires, on va dire, de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années. Et je vais vous demander de vous présenter pour commencer avant d'attaquer cette table ronde. Rémi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rémi Egonin. Je travaille chez Schneider Electric depuis à peu près 2 ans et je m'occupe en particulier de tout ce qui concerne les technologies d'intelligence artificielle dans une division qui est dédiée à l'intelligence artificielle chez Schneider. Bonjour à tous, moi je travaille chez Craft AI, dont je commercialise le produit. Nous on est une petite start-up dont l'objet est de mettre en production rapidement et facilement des cas d'usage d'intelligence artificielle de manière sécurisée et surveillée. Je suis Antoine Leblanc, je travaille pour le groupe Renault, donc côté manufacturing, et je suis en charge de l'intégration des solutions d'intelligence artificielle dans les systèmes industriels. Merci beaucoup. Alors, première question, avant même de commencer à sortir les premières lignes de code d'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a un certain nombre de prérequis à remplir pour mener à bien un projet d'IA? Rémi. Alors oui, il y a quelques prérequis. Ce qu'on a fait chez Schneider Electric, c'est qu'on a créé une organisation qui est complètement dédiée à l'intelligence artificielle. Donc à peu près 2 ans et demi, on a mis en place une division qui s'appelle AI Hub et qui regroupe 350 experts partout dans le monde. Qui sont du coup avec différents types de compétences. On a mis en place aussi des process qui sont dédiés à l'intelligence artificielle mais qui reprennent finalement les standards de l'industrie, c'est-à-dire avec les différentes phases assez classiques qui vont justement du POC à l'échelle, et on pourra en parler un peu plus dans le détail. Donc il y a des choses qui sont assez importantes qui permettent d'aller du coup avoir des marquages des différentes étapes, un cadrage de projet. Et on a mis en place aussi bien sûr un certain nombre de compétences clés qui permettent justement d'avoir un projet qui démarre de manière simple et qui va ensuite évoluer vers des phases beaucoup plus complexes de mise en production. Merci beaucoup. Clément, de ton côté, qu'est-ce que vous préconisez? Ce que je préconise, c'est d'éviter en tout cas les points bloquants qu'on a pu rencontrer et qu'on peut rencontrer quand on met, nous, des cas d'usage d'IA en place chez des clients. Le premier qu'on voit souvent, c'est pas de données disponibles. Donc déjà, avant de faire de l'IA, il faut avoir collecté des données. Et c'est déjà arrivé pas mal de fois, des clients qui veulent faire des cas d'usage d'IA. Après, on se rend compte qu'il n'y a pas de données. Donc, on se dit, ah tiens, il faut collecter les données. Ça prend 6 mois. Le cas d'usage d'IA est décalé. Donc, premièrement, avoir des données. Deuxièmement, être très clair sur les objectifs techniques, bien sûr, mais aussi les objectifs métiers, les objectifs qui vont faire en sorte que ce cas d'usage soit un succès dans l'industrie, que ça aille plus vite, que les machines soient mieux utilisées, que je sais pas, il y ait moins de déchets, qu'il y ait moins d'accidents, etc., etc. On met en place le cas d'usage IA et on regarde si ces métriques sont améliorées ou pas, ou alors si c'est juste de la techno, pour éviter justement que ça soit de la techno juste pour faire de la technologie. Et le troisième, last but not least, c'est d'avoir de l'executive sponsorship, c'est-à-dire qu'il y a les équipes d'IA qui le font, mais il faut qu'il y ait une équipe métier qui en ait besoin et qui appuie ça, parce que sinon ça va rester, ça prend le risque, c'est pas toujours le risque de rester un projet dans un petit cabinet, dans un petit département innovation qui ne sera pas vraiment utilisé et appliqué au métier de l'entreprise. Antoine? Alors côté Renault, sur le manufacturing, effectivement, la première condition, si on est capable de parler d'IA aujourd'hui, c'est que depuis 2018, maintenant, on a standardisé complètement la collection de données industrielles. Donc aujourd'hui, ce sont plus de 13 000 équipements industriels qui sont connectés. Un protocole de communication standard, on a choisi l'OPCUA comme maintenant la plupart des industriels. Donc un gros travail de construction des modèles de données pour chacun des assets industriels, c'est-à-dire que toutes nos machines parlent le même langage, et un début d'acculturation à la donnée par la mise à disposition en self-service dans l'ensemble des sites industriels. Donc d'abord, il y a cette phase de on va dire, accès en self-service à la donnée pour la visualisation, pour le début de la business intelligence. Et ensuite, après cette phase de collection, de standardisation, et donc d'utilisation, on peut commencer à aller un peu plus loin et explorer la donnée, y mettre des modèles d'IA pour la prédiction. Et en ce qui concerne la gestion du projet IA en tant que tel, clairement le POC existe, mais le POC s'inscrit dans un projet d'innovation.
C'est-à-dire que c'est le premier jalon d'un projet global d'innovation. Il n'y a pas de POC pour tester, ou il n'y a pas de POC pour le MVP. Il y a un POC qui est un premier jalon d'innovation, c'est-à-dire ce projet d'innovation a été décidé, les acteurs, les clients et les parties prenantes ont été identifiés dès le départ, et on s'assure que le projet, s'il va au terme de l'innovation, si tous les jalons sont franchis, il a ses clients à l'échelle du groupe. Donc je parlerai plutôt d'un POC intégré à un processus d'innovation. Et tant que tu as le micro, Antoine, sur les questions de big case ou de passage du local au global, est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous prenez en compte avant de lancer un projet, de vous dire que ce n'est pas quelque chose qui va rester dans une usine, mais qui va pouvoir passer à 4, 5, 6, 7, 8 usines ou lignes d'assemblage? Oui, de fait, la décision des projets, c'est forcément un projet qui sera déployable à l'échelle. Il y a heureusement pour nous quand même une standardisation historique des lignes industrielles, que ce soit sur les assets ou sur l'organisation industrielle. Donc effectivement, tout ce qui est décidé, c'est pour que ce soit copiable, collable au maximum, ou à minima que le réapprentissage local puisse se faire avec une grande partie de l'architecture technique qui est gardée. Merci beaucoup. Justement, on a dit éviter de faire de la technique pour la technique. Rémi, pour toi, comment est-ce qu'on s'assure qu'on génère de la valeur pour le client et qu'on n'est pas en train de faire quelque chose d'ultra spécialisé qui va juste marcher dans un petit coin? Alors je vais rebondir justement sur ce que disaient à la fois Antoine et Clément sur la partie usage et ce qui est très important dans ce qu'on met en œuvre, c'est qu'on a des équipes virtuelles qui sont des squads multi-compétences, mais qui sont vraiment intégrantes avec les personnes qui vont bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc en fait, on mixe des équipes qui sont plutôt business, qui vont avoir ensuite l'utilisation des modèles, avec des experts qui sont des experts d'intelligence artificielle. Donc on crée des squads qui sont dédiés jusqu'à la construction du produit complet. Donc ça, c'est un premier aspect qui est très important. Le deuxième aspect, c'est un petit peu ce que j'ai illustré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on a un cycle qui démarre avec l'objectif vraiment systématiquement d'avoir les étapes qui permettront d'aller en production. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas pour la technologie, on est vraiment dans un processus qui considère dès le départ le passage à l'échelle, et on a par conséquent dès le POC les équipes qui vont être capables de considérer les problématiques qui vont être celles de la mise en production. Merci. Clément? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Quand on veut mettre en place un cas d'usage d'intelligence artificielle, c'est pour reprendre aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'idée c'est que ça ne reste pas du coup dans un département innovation, et pour ça une des techniques c'est de co-construire en fait ce cas d'usage d'intelligence artificielle avec les futurs utilisateurs. Après, c'est un petit peu difficile d'avoir toute l'entreprise ou tous les départements cibles qui utilisent un projet d'IA qui n'est pas encore fini. Donc souvent, le compromis en fait entre ces deux points, c'est de trouver des power users, enfin peu importe comment on les appelle, des personnes qui adoptent en fait le projet en avance et qui sont source de recommandations. Ils ne sont pas forcément représentatifs, mais au moins ils vont pouvoir faire du feedback, être engagés, etc. Donc de prendre ces power users, de tester avec eux, de prendre leur retour, si possible évidemment de les prendre dans tous les départements, en tout cas dans tout le groupe représentatif qu'on cible. Si on cible un seul département, de prendre de ce département. Si on cible plusieurs départements, de prendre ce département. Et voilà, un petit peu d'itérer comme ça. Et d'ailleurs, de mettre en place les métriques de succès ou de définir les métriques de succès en avance de phase du projet, c'est un moyen de les trouver, de les engager et surtout de les identifier, de voir qui est vraiment engagé, qui va vraiment répondre au-delà de simple manifestation d'attention. Antoine, autre question en ce qui concerne la validation, une fois qu'on a quelque chose qui commence à marcher, etc. Quelles sont les étapes clés pour toi ou les aspects clés à avoir en tête quand on veut valider de l'IA? Comment est-ce qu'on le valide? Et par rapport à l'AI Act dont on a entendu parler, est-ce que ça change la donne? Alors, la validation des algorithmes au départ, effectivement, c'est une grande question. On essaye au maximum de transformer le langage de validation, on va dire des data scientists qui utilisent les algorithmes, en un langage industriel. Par exemple, de notre côté, on a choisi d'utiliser les métriques de coût industriel d'une fausse alerte ou coût industriel d'une non-détection.
et de les transformer dans les formules de validation des algorithmes type F-bêta pour les matrices de confusion. Donc en fait, on a fait une ABAC entre l'impact industriel mesurable sur chaque cas d'usage et le critère de validation de chacun des algorithmes qui vont répondre à un cas d'usage. Donc ça, c'est un moyen de transformer, de parler le langage de l'IA au sein d'une population industrielle. Et effectivement, après, c'est la partie jeu de données talon. On a largement partagé le fait que les jeux de données aujourd'hui utilisés par l'ensemble des startups, des groupes ou des académiques au sens large, les jeux de données publics ne représentent pas la problématique industrielle. Et donc on pousse la mise à disposition de données industrielles réelles pour que l'ensemble de la communauté académique puisse progresser vers des algorithmes plus représentatifs, en tout cas plus validés sur des cas réels. Et sur la question de la confiance, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Ouais, la confiance, on a beaucoup travaillé avec le programme Confiance AI, piloté par l'IRT Systemix, par l'initiative du Conseil de l'innovation. On a adopté plusieurs métriques issues de ce programme, évidemment beaucoup orientées autour de l'explicabilité, mais c'est aussi les critères socio-techniques qui nous ont intéressés dans le double sens du mot confiance. Et aujourd'hui, systématiquement, pour les projets IA, on applique des grilles d'évaluation, des critères socio-techniques avant la mise en place d'un projet IA, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des risques de perte de reconnaissance, perte de responsabilité, isolement, par exemple remplacement d'un dialogue homme-homme vers un dialogue homme-machine. Il peut y avoir des conséquences socio-techniques. Et je pense que c'est aussi important finalement dans l'adoption des projets IA que la partie validation technique. Merci beaucoup. Rémi, de ton côté? Il y a une phase qui est vraiment essentielle quand on est dans un projet IA, qu'on veut aller à l'échelle. Il y a une phase de pilote, qui est indispensable, dans laquelle on va déployer dans une zone géographique particulière. Ça peut être quelques usines en Espagne, ça peut être des lieux de production dans une géographie qu'on a déterminée. Et cette phase de pilote, justement, c'est un moment où on apprend beaucoup de choses. C'est bien sûr un apprentissage technique qui est indispensable pour vraiment réussir à vérifier que les modèles qu'on a produits sont efficaces. Mais c'est également justement un moment dans lequel on va découvrir les complexités qui sont ceux de la vie réelle, avec des utilisateurs qui, du coup, nous renvoient souvent des problématiques qu'on n'avait pas identifiées. Et là, on va apprendre beaucoup de choses pour réussir à améliorer. Et je pense qu'il y a également, du coup, dans ce processus de création de projets, justement ce que tu soulignais qui me paraît très important, les AI Act, mais avant même d'avoir les décisions réglementaires qui sont mises en place, il y a des sujets qui ont émergé sur la criticité des cas d'usage, sur les différents niveaux de cas qui sont déterminés dès le début du projet, qui nous permettent de prendre les mesures qui soit écartent certains cas qu'on considère comme étant pas en ligne avec notre éthique et les réglementations, et bien sûr ensuite aussi de modifier la manière dont on produit nos algorithmes. Une question rapide, parce que souvent aujourd'hui quand on parle de validation d'IA, on pense IA qui va remplacer les humains. Aujourd'hui, quelle est la position de Schneider sur cette question? Alors on a justement systématiquement, en tout cas dans nos engagements, considéré qu'il y avait toujours l'humain, human in the loop, donc l'humain dans chaque décision. On n'a pas d'algorithme pour l'instant qui élimine l'être humain, y compris du coup dans nos processus industriels. Donc évidemment les processus marketing, commerciaux, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement mettre un système en face d'un client. Donc voilà, c'est systématiquement human in the loop. Et on fait en sorte du coup d'avoir une validation par une personne chaque fois qu'on met en place un système. Merci beaucoup. Et alors, donc là maintenant, on a validé notre algo, on est content. Maintenant, comment est-ce qu'on passe d'une usine à N usine? Antoine, peut-être. J'appuie le côté humain dans la boucle. Aujourd'hui, l'IA pour le groupe industriel de Renault, c'est d'abord de l'aide à la décision, de l'aide aux opérations. Donc ça sous-entend que ça reste de l'assistance aux opérations, encore plus sur le domaine industriel.
Alors comment on passe d'une usine à plusieurs usines? Globalement, on a dit qu'on envisageait un déploiement à l'échelle et puis on s'appuie sur des solutions MLOps, des solutions qui vont pouvoir être orientées utilisateurs, qui vont vulgariser le traitement de la donnée de A à Z, donc c'est-à-dire son accessibilité, son affichage évidemment, mais la construction de jeux de données et toutes les étapes de labellisation, de choix des modèles les plus justes, et puis évidemment l'inférence sur le terrain industriel et la boucle de rétroaction avec la confirmation ou l'infirmation du résultat par l'opérateur. Donc tous les projets d'innovation qui se basent sur de l'IA s'appuient sur des solutions MLOps et s'orientent vers des utilisateurs finaux qui sont dans les sites industriels. Et comment est-ce que vous y prenez, j'en profite tant que tu as le micro, quand vous voulez entraîner par exemple un cas d'usage de computer vision, donc de reconnaissance d'image, et que les produits ne vont pas être les mêmes sur les différentes lignes, sur les différentes usines, pour faire en sorte de ne pas réentraîner ou de réinventer la roue à chaque fois? Alors justement, la labellisation doit être au plus proche du terrain. Donc en fait, on ne parle pas nous que de edge computing, mais de MLOps Edge Computing, on pourrait dire, puisque finalement, ce qu'on vise, c'est d'abord une labellisation sur le terrain et le cas échéant, l'entraînement également sur le terrain. Donc, c'est le moyen soit d'affiner les dernières couches de l'algorithme pour qu'on fasse un entraînement rapide sur la base uniquement des dernières données, donc spécifier les algorithmes au terrain local spécifique, et sinon favoriser le réentraînement en cas d'arrivée d'une nouvelle diversité ou d'évolution du produit. Clément, de ton côté? Nous, du coup, on est un outil de MLOps, donc ce qu'on propose et ce qu'on encourage, c'est d'avoir un répertoire centralisé dans lequel en fait, les différents algorithmes sont mis, sont updatés par les data scientists et par les professionnels en fait, de l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est que ce répertoire centralisé soit connecté en fait, au point dans lequel le modèle va être interrogé, de manière à pouvoir automatiser cette partie déjà mise en place, une fois que le cas d'usage est codé, mais aussi la partie mise à jour de ce cas d'usage, si jamais l'algorithme est modifié. Ces points d'inférence, il faut qu'ils soient monitorés, il faut qu'ils soient surveillés, il faut qu'il y ait des métriques en fait, qui regardent si le résultat est bon, s'il est toujours bon, parce qu'en fait le résultat évolue au fur et à mesure du temps, ce qu'on appelle le drift, souvent dans le mauvais sens, parce que les données du monde réel évoluent par rapport aux données sur lesquelles le modèle en fait, a été entraîné. Donc d'avoir cette architecture, on surveille, on voit que la qualité du modèle baisse, on met à jour le modèle dans le répertoire centralisé et on le pousse sur les différents points. Les métriques sont pas forcément les mêmes sur les différents points et c'est une particularité en fait du secteur de l'industrie. Donc ça, là j'ai parlé en général et nous ce qu'on voit comme particularité dans le domaine de l'industrie, c'est que les points d'inférence, il faut que l'usine en fait elle soit déjà connectée pour pouvoir recevoir en fait ces nouveaux modèles. Si elle ne l'est pas, il faut se demander en fait comment elle va recevoir ces nouveaux modèles. Est-ce que ça va être par des clés USB? Enfin, on ne sait pas trop. Moi, j'avais travaillé avec un prospect qui avait une usine en Jordanie. Donc, comment faire en sorte de pousser le modèle en Jordanie? C'était quelque chose qu'on a discuté avec ce client. Donc soit le point d'inférence il est dans l'usine, donc dans ce cas-là on pousse dans l'usine, soit l'usine en fait interroge un point d'inférence centralisé qui se trouverait en fait dans un serveur IT, mais pour ça il faut que l'usine soit connectée. Et donc ça c'est pas forcément le cas, mais si c'est le cas c'est le mieux. Mais par contre les métriques il faut qu'elles soient spécifiques à l'usine parce qu'en fait les usines se caractérisent par des équipements hétérogènes en général, des équipements en fait, et donc du coup forcément la qualité de l'algorithme va pas être la même selon qu'on a cet équipement ou cet équipement ou cet équipement. Alors après si on a des usines totalement standardisées, toutes connectées, là c'est magique, mais en fait en réalité, vu que les équipements en plus sont renouvelés sur des périodes de 30 ans, donc des fois on a des équipements des années 90 ou 2000 qui cohabitent avec des équipements des années 2020, c'est rarement le cas, quoi. Rémi? Mais pour justement prolonger ce que dit Antoine, je pense qu'il y a une particularité qui est d'ailleurs qui n'est pas uniquement dans l'industrie, mais globalement sur tous les sites de production, qui est cette complexité de réussir à avoir des modèles qui sont adaptés au contexte très particulier dans lequel ils vont opérer. Et donc là, on a des besoins aussi besoins métiers, des compétences qui sont très particulières.
Donc pour réussir à faire proprement du Edge ou du standalone Edge, donc vraiment réussir à avoir des modèles qui sont en apprentissage local pour vraiment prendre en compte les spécificités, on a besoin de compétences qui sont des compétences qui sont clés. Alors bien sûr, on pense à l'embarqué, c'est-à-dire vraiment les compétences en intelligence artificielle pour réussir à faire de l'embarqué, mais il y a également une problématique évidente de cybersécurité avec des problématiques locales qui font que là on a aussi des experts qui ont des profils un peu mixtes entre cybersec et intelligence artificielle. Voilà, donc, et puis les problématiques légales qu'on évoquait tout à l'heure sont également importantes dans ce contexte-là. Donc c'est pas uniquement de la technique, il y a aussi des enjeux qui sont complémentaires. Merci beaucoup. Et enfin, donc là aujourd'hui on a déployé notre algo dans 10 usines, c'est magnifique, ça tourne. Maintenant le drift justement dont on a parlé, c'est-à-dire l'algo commence à ne plus faire exactement ce qu'on veut ou ne plus avoir exactement les performances. Comment est-ce que vous détectez ça, gérez ça, limitez ça? 3 questions. Clément peut-être? Alors pour détecter le drift, donc moi je vois 2 grandes manières, la manière en aval et en amont. Donc en aval, ce que je disais tout à l'heure, donc des métriques de qualité, donc des métriques métiers, c'est-à-dire sur le cas d'usage dans lequel le modèle est déployé dans l'entreprise. Donc on regarde si la qualité baisse, très souvent c'est le drift, voire quasi systématiquement, parce qu'en fait on ne voit pas d'autres qui auraient pu changer. On ne voit pas ce qui aurait pu changer d'autres au fur et à mesure du temps. Une deuxième manière de le détecter, c'est de le détecter sur les données. Donc nous, on a travaillé avec un client télécom sur comparer en fait les données sur lesquelles le modèle a été entraîné avec des données sur lesquelles en fait il est utilisé. Et on regarde, on fait des comparaisons, on fait des tests statistiques. Et en fait, dès que ces tests statistiques montrent qu'en fait les propriétés statistiques de ces 2 jeux de données dévient, eh ben on peut se dire, ah tiens, c'est le moment en tout cas d'aller investiguer s'il n'y a pas du drift avant même que la baisse de qualité se fasse sentir. Et une fois en fait qu'on l'a détecté, après, bon, le plus simple, c'est souvent, dans 95% des cas, ce qu'il faut faire, c'est réentraîner le modèle avec des nouvelles données qui représentent en fait le nouveau contexte. Typiquement, en fait, le meilleur exemple, c'était lors du Covid. Lors du Covid, les modèles qui marchaient avant le Covid ne marchaient pas pendant le Covid. Mais en fait, il y en a plein des cas d'usage. Dès que les habitudes changent, dès que les commandes changent, en fait, ça change. Dans une petite partie des cas, le modèle du coup ne marche plus dans ce nouveau contexte. Si vraiment il y a un grand changement, typiquement Covid, et dans ce cas-là, il faut refaire l'architecture du modèle, travailler avec les data scientists. Mais en fait, une fois que c'est détecté, après, les professionnels de l'IA n'ont plus qu'à refaire un processus de recherche et développement qu'ils ont déjà fait de toute façon. Le plus dur, c'est de le détecter. Alors, comme je disais que l'IA est un outil qui s'intègre au système industriel, il est hors de question de changer la pratique actuelle de gestion des systèmes industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA appliquée à l'industrie, c'est juste une évolution d'un système industriel qui va augmenter ses capacités. Donc, ça veut dire concrètement que les plans de surveillance, les plans de qualification, les plans de surveillance, les plans de maintenance de nos systèmes industriels ne changent pas et intègrent ces nouvelles composantes techniques, ces nouvelles briques technologiques. Donc, pour répondre concrètement à ta question, c'est d'abord la formation des acteurs qui gèrent déjà aujourd'hui les systèmes industriels pour comprendre les systèmes d'IA et l'intégration de ces nouvelles briques technologiques dans les plans de prévention, les plans de surveillance de nos systèmes industriels. Donc ça peut passer par la mise en place d'une pièce master en début de cycle, ça peut passer par un prélèvement régulier, une évaluation. Donc la clé, c'est vraiment de ne pas mettre à disposition des gens supplémentaires pour vérifier les systèmes d'IA, mais d'intégrer dans les plans de surveillance actuels ou les plans de maintenance actuels les nouvelles composantes de l'IA. Merci. Et Rémi, pour finir. Alors oui, je pense que je prolonge ce que disait Clément juste avant. Et bon, là, c'est vraiment une phase essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, quand le modèle est enfin en opération, c'est le moment où on crée le maximum de valeur. C'est l'endroit où vraiment on profite du système qu'on a mis en œuvre. Et pourtant, c'est pas la phase qu'on privilégie, en tout cas les data scientists par exemple, c'est pas exactement ce qu'ils préfèrent. Donc on a toujours l'impression que l'illusion finalement que tout se passe dans la création.
Et complètement à l'inverse, il y a vraiment une nécessité d'être très concentré sur la phase opérationnelle pour réussir à conserver un niveau d'exigence en termes de qualité. C'est la raison pour laquelle alors, il y a une organisation qu'on a mis en place qui fait que les personnes qui créent le produit IA, c'est en fait qui développent le projet, sont également les mêmes personnes, ou en tout cas les mêmes équipes avec parfois les mêmes personnes qui vont gérer toute la partie qui est opérationnelle. Ce qui fait que globalement, on a une conscience complète et on a aussi un prolongement de la partie MLOps jusque dans ces phases-là, avec du coup la prise en compte dès le départ des contraintes qui vont être celles de la gestion de l'exploitation de ces modèles. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une petite question dans l'audience. J'ai une question pour vous. Ça serait plutôt le passage à l'échelle, du passage du POC à l'échelle. Je m'explique. Nous avons Renault, nous avons Schneider. Si j'ai bien compris, en tout cas, dans les coûts associés en effet à la mise à l'échelle, on va dire globalement, allez, 10% dans la création du modèle, 30% dans l'infrastructure pour que ça tourne et 60% pour que ça maintienne sa performance sur le terrain une fois, je dirais, venu. Je comprends que Renault puisse se payer cette infrastructure, je comprends que Schneider puisse accompagner les grands, mais quid des millions d'autres manufactures qui sont dans le mid-size, dans le small size? Vont-ils pouvoir tirer parti de votre expérience et comment vous allez le faire? Alors, il y a une vague que vous percevez, je pense, depuis un moment, qui est une vague d'un petit peu de généralisation, justement de démocratisation, et d'ailleurs ça arrive plus vite que ce qu'on imaginait, et pas uniquement dans l'industrie, qui fait que les techniques qu'on emploie et dont on parle depuis tout à l'heure sont accessibles pour toutes les entreprises, hein, y compris pour le mid-size, hein, du coup, dans l'industrie. Réunir les compétences, c'est peut-être la phase la plus compliquée. Réunir les compétences, donc il faut avoir parfois des personnes qui ont des profils multiples. Ça existe, mais c'est des personnes qui sont assez rares. Donc il y a une problématique de coût, mais qui est liée plutôt au salaire des personnes qui vont être embauchées à ce moment-là. Mais globalement, c'est accessible. Oui, je peux compléter. Effectivement, c'est notre rôle aussi d'emmener tous nos intégrateurs et tous les petits, enfin, sans être péjoratifs, qui suivent derrière. Donc effectivement, il y a une phase actuelle d'acculturation à l'IA, de formation de l'ensemble du personnel Renault et du manufacturing. Mais il y a une ambition aussi d'emmener l'ensemble des gens qui travaillent déjà avec nous, de nos intégrateurs, des gros intégrateurs, des petits intégrateurs, et effectivement de l'ensemble des acteurs qui vont participer à la transformation de l'industrie. Donc on commence par le haut, mais il y a une ambition d'emmener tout le monde. Et si je peux compléter, moi sur la taille d'industrie, et là c'est pas spécifique au domaine de l'industrie, mais ce que j'ai pu voir, c'est que très souvent les grands groupes, de manière générale, les cas d'usage, en fait, ils les internalisent. Les mid-size ne peuvent pas les internaliser ou peuvent moins les internaliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se payer des équipes qui font ça. Et d'ailleurs, ça fait une similarité en fait, entre les grands groupes et les startups, parce qu'en fait, les départements innovation des grands groupes ont un fonctionnement similaire en fait, aux startups. Ils prennent des cas d'usage bien spécifiques et ils les mettent en production. Et donc, ce qui marche bien, en tout cas pour les ETI, c'est justement de faire appel en fait, à des intégrateurs ou à des startups spécialisées. Est-ce que c'est une entreprise de conseil? Est-ce que c'est une boîte spécialisée qui fait ça? Donc ça, souvent, c'est un peu des deux. Un intégrateur qui prend des technologies spécialisées, mais souvent, c'est ce qui marche le mieux. Un intégrateur qui gère plusieurs ETI. Souvent, le mieux, évidemment, c'est un intégrateur spécialisé dans le domaine de l'ETI, ici l'industrie. Le dernier point que je dirais peut-être pour compléter, pour faire le lien avec ce qu'on voit cet après-midi, il y a aussi des entreprises qui sont spécialisées dans l'IA, qui vendent des produits IA et pas tellement des approches IA, je vais opposer les deux, et donc ils viennent avec des solutions packagées, par exemple du Pokayoke, donc c'est bon ou c'est pas bon, on vient, on met une caméra, on fait de la prise de vue, on prend 50-100 images, et après ça tourne globalement. Et il n'y a pas des coûts de maintenance, de run qui vont être explosifs, etc. Donc ça, on verra ça cet après-midi à 15h05 si vous voulez. Voilà, je fais la pub aussi au passage. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement? Merci, bonjour à tous. J'ai une question pour vous, Clément, qui est plutôt côté techno-provider. Est-ce qu'il y a, alors vis-à-vis de vos relations avec vos clients, vous parliez tout à l'heure du cas avec la Jordanie ou d'autres, ou même vos partenaires, il y a des bonnes pratiques ou quelque chose que vous avez réussi à craquer en termes d'organisation avec vos clients,
des bonnes pratiques toutes bêtes, mais qui ont permis justement de réussir et qui ont été un facteur clé de succès dans le passage du coup du POC à l'échelle. Donc là, c'est plus une question qui va peut-être intéresser les providers, qui a peut-être fonctionné chez vous et qui pourrait être dupliqué chez d'autres, par exemple. Du coup, j'en ai cité quelques-unes. Donc avoir les critères de succès, bien engager en fait les bonnes personnes qui vont utiliser le POC. Ce que je peux rajouter, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est moi je considère que j'ai réussi en tout cas une initiation donc moi je suis dans les équipes commerciales, de relations avec un client. Quand j'ai réussi à mettre en collaboration les équipes utilisatrices avec les équipes tech, voire les équipes. Chez nous, on a une petite branche consulting, une petite branche qui met en place en fait le produit chez le client, donc du field engineering. Quand j'ai réussi à faire parler en fait tous ces gens-là sur le mieux sur un channel commun, un truc vraiment débile, sur Teams, sur Meet, avec un meeting commun et qui discutent et qui parlent le même langage et qui se comprennent. Moi, je considère que le projet est déjà bien lancé, donc ça serait ça parce qu'après, du coup, c'est aux ingénieurs ensuite de trouver en fait la solution. Et souvent, ils la trouvent. Après, s'ils ne la trouvent pas, bon, c'est un autre problème, quoi. Est-ce que vous voulez compléter? Sinon, moi, j'ai quelque chose pour compléter. Souvent, quelque chose qui fait qu'un projet marche dans la durée ou pas, ça va être... Alors, je vais opposer deux départements qui, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, sont opposés. C'est le département innovation à la DSI, Direction des systèmes informatiques. Bien souvent, en fait, le POC, le MVP, à la limite le déploiement peut être fait par le département innovation, mais passer un an ou deux, c'est la DSI qui va devoir le récupérer. Et là, la DSI, selon les entreprises, elle n'a pas forcément toujours les compétences IA, la compréhension, et se pose la question d'intégration dans le système, dans la maintenance, etc. Et ça, souvent aussi, ça devient un point qui devient problématique, et qu'un cas d'usage qui est super intéressant, qui pourrait générer des millions, en fait, va juste générer des milliers, parce qu'il va y avoir un gros frein et parce que la DSI n'a pas été embarquée suffisamment vite et suffisamment tôt. Aussi sur les questions de technologie, parce que des fois, autre point, les technologies qu'on utilise pour le POC, les langages, etc., ne sont pas les mêmes que ceux qu'on va utiliser pour le scale. Et donc là aussi, il faut que les entreprises se posent la question d'avoir quelque chose qui est scalable. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Dès le départ, comme je disais, que c'était un critère d'innovation, que le POC est d'abord un jalon d'innovation. Dès le départ, il y a un product owner identifié, représentant l'utilisateur final. Et dès le départ, il y a un product leader identifié dans les DSI. Et là on ne démarre pas un projet sans qu'on ait la composante informatique directement intégrée. Nous avons le temps pour une dernière question éventuellement. Bonjour, on parle de quel pourcentage de réussite lors du passage du POC à l'échelle? On parle de, je sais pas, 30%, 40%. Et en cas d'échec, quelles sont les principales causes de cet échec? Je vais peut-être généraliser la question. C'est quoi les phases d'écrémage entre POC, MVP, échelle et échelle? Allez, Non, mais 100%. Non, pas du tout. Non, la difficulté, je pense, mais là je me mets pas dans le rôle de Renault, mais je me mets à la place des startups ou des petites entreprises. C'est la difficulté à se financer avant avoir une réelle valeur chez le gros, chez le constructeur par exemple. Donc effectivement, les échecs qu'on a pu avoir, c'est des boîtes qui ne sont pas en mesure de nous accompagner ou de nous suivre sur une durée, puisqu'on sait qu'un passage à l'échelle, globalement pour nous, il y a quand même, il faut prendre en compte en moyenne 6 mois pour le MVP, enfin pour la preuve de la valeur ajoutée d'une solution. Et puis encore après, 1 an et demi avant une industrialisation à l'échelle. Donc en moyenne, c'est 2 ans. Il ne faut pas non plus penser que ça se fait en 3 semaines. Et c'est long, 2 ans pour une entreprise qui doit se financer ou s'autofinancer. Donc aujourd'hui, on discute pas mal avec les gens de la DGE, mais c'est vrai que c'est une problématique. On pousse, mais on prend pas forcément, en tant que Renault, on ne prend pas forcément de part dans les entreprises et c'est pas forcément une solution d'ailleurs. Donc voilà, la principale cause d'échec, c'est la difficulté des petits à suivre les gros. Moi j'ai une réponse précise parce qu'elle a été donnée par Gartner, donc on a bossé un peu avec Gartner pour faire notre jeu de slide et nous ils nous ont dit c'est 85%. 85% des projets ne passent pas du POC à la production et ça prend 7,3 mois en moyenne
effectivement, moi je trouve que c'est bas, donc mon expérience c'est plus 2 ans, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par 7,3 mois. Et pour faire un peu de pub, du coup, nous, si on a mis ça dans notre Just Slide, c'est parce que l'idée pour nous, c'est de slasher ces chiffres, de les réduire. Comment au travers de plein de choses, mais notamment faire en sorte que la technologie utilisée pour le POC, donc nous on peut être utilisé pour le POC et pour la mise en prod. Donc si on a utilisé la même techno, ça va forcément les réduire. Alors ça va pas être 0%, ça va peut-être passer, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, à 30-40%, enfin j'ai pas de nos chiffres officiels, mais en tout cas on va le réduire et on va surtout réduire en fait ce temps de 7,3 mois, de 2 ans, etc. De mettre dans la production, parce qu'en fait une fois qu'on a fait le cas d'usage, du coup le fait de pouvoir le répliquer facilement en utilisant la même technologie, ça va pas enlever tous les problèmes, mais au moins ça va enlever les problèmes de compatibilité ou de réplicabilité, etc. Oui, et évidemment, le taux est très élevé. En fait, alors, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est justement réussir à concentrer nos efforts sur des cas qui étaient avec un taux de prise en compte finale par les utilisateurs le plus élevé. Bon, pas uniquement création de valeur, mais aussi avec les contraintes qui sont. Donc les POC ou les pilotes sont là pour vérifier aussi, donc pas uniquement les éléments techniques, mais aussi qu'on ne s'est pas trompé sur la création de valeur, sur le fait que le cas pourra être passé à l'échelle ensuite. Ce qui fait qu'il y a évidemment aussi des cas qui ne progressent pas parce qu'on considère qu'on n'arrivera pas à les mettre à l'échelle, ou en tout cas pas avec la même puissance que ce qu'on avait imaginé initialement. Donc oui, il y a beaucoup de cas qui ne vont pas jusqu'au bout, mais pas forcément uniquement pour des raisons techniques, pour des bonnes raisons qui sont celles de se dire on prend uniquement les cas qui sont les plus importants et qui vont avoir une chance d'être vraiment à une échelle très large. Le dernier commentaire que je ferai peut-être, c'est sur le jeu de données qui a permis de sortir les différents chiffres. C'est que de mon point de vue, ces 5-10 dernières années, la quasi-totalité des grandes entreprises ont beaucoup tâtonné. Il y a eu beaucoup l'effet usine à POC. J'ai le sentiment, je laisse Renault et Schneider infirmer, mais qu'aujourd'hui, les grands groupes sont davantage matures. Ils savent ce qui va relever du POC qui va rester dans le placard et du truc qui va passer à l'échelle. Et maintenant, il y a les taux, de mon avis, on a tendance à plutôt monter en termes de pourcentage et pas avoir seulement 15% de réussite, mais monter progressivement vers du 20-30%. Parce qu'on est crème et qu'on n'a plus besoin de démontrer ou de savoir ou de tâtonner, quoi. Effectivement, la phase qui est la plus difficile à passer, et c'est une bonne nouvelle, c'est la phase entre l'idéation. Donc vraiment, on a une super idée, et évidemment, on en a beaucoup, la liste est très longue. Et puis le moment où on démarre vraiment quelque chose, on commence à avoir des premiers efforts significatifs, nous on appelle justement exploration, mais qui peut s'appeler POC ou pilote. Et à ce moment-là, oui, le taux est vraiment très fort parce qu'on a effectivement tiré des leçons du fait de ne pas avoir déployé des efforts sur des cas, on imagine, qui ne vont pas aller au bout. Antoine, le mot de la fin? Il y a beaucoup aussi de startups qui ont utilisé ces nouvelles technologies d'IA et qui se sont cherchées avec un panorama d'applications très large. Ce qui fait aussi la réussite, l'augmentation de ce taux de réussite, c'est aussi que les startups se concentrent sur des applications plus précises, plus spécialisées. Et c'est ce qu'attendent aussi les grands industriels. On peut pas être bon partout. Et donc, en fait, aller à cibler et concentrer ses forces sur des produits qui répondent à des cas d'usage très précis, ça permet aussi de mieux réussir. Merci beaucoup à vous.